Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. Voici le récit détaillé d'une opération menée par les forces spéciales françaises en 2008. C'est le commando Treppel de l'Orient qui est à la manœuvre au beau milieu de l'Atlantique. Il s'agit d'intercepter un cargo qui transporterait 4 tonnes de cocaïne vers l'Europe. Récit que je tire de la série Opération spéciale de Stéphane Ribojade que vous pouvez voir sur MyCanal. Pour le débrief, le général Christophe Gomard, ancien commandant des opérations spéciales de 2011 à 2013 et auteur de Soldats de l'ombre au cœur des forces spéciales, livre publié en poche chez Harper et Collins. Interview à écouter dans un deuxième podcast. J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien, réalisation Boris Pachinski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Le narcotrafic se situe à la 3e place du commerce mondial, juste derrière le pétrole et l'alimentation. On estime que le business de la drogue pèse 500 milliards de dollars par an et la cocaïne à elle seule 50 milliards. Chaque année, 2000 tonnes de cocaïne quittent l'Amérique du Sud en bateau en direction de l'Europe. Dans toutes sortes de bateaux, porte-containers, cargos, yachts, voiliers et même mini-sous-marins. Personne, aucun État ne peut lutter seul contre ce raz-de-marée. Alors, sous la tutelle des Nations Unies, les différents pays coopèrent. Et la Marine nationale française est au cœur de ce système. Et si besoin, elle fait appel aux commandos des forces spéciales pour intercepter les bateaux en haute mer. En novembre 2006, les services secrets américains obtiennent un renseignement et ils appellent tout de suite les Français. Il s'agit d'un cargo panaméen, le Ciudad de Oviedo. Selon nos informations, il est sur le point de transporter une importante quantité de cocaïne à destination de l'Espagne. Quelle quantité? Vous avez une idée? Entre 4 et 6 tonnes de cocaïne pure, destinée au marché européen. C'est pour vous, ça? Et pourquoi donc font-ils appel aux Français? Eh bien parce que la marine française est chargée d'opérer dans l'Atlantique. Les Américains, eux, se concentrent sur la Caraïbe. 4 à 6 tonnes de cocaïne à intercepter au beau milieu de l'Atlantique, c'est une première pour la marine. Elle est équipée, pour ça. Elle dispose d'une frégate stationnée en Martinique qui s'appelle le Ventose et qui a un hélicoptère à bord. Bonjour, commandant Matisse. Dites-moi, vous pourriez être opérationnel rapidement pour une interception dans l'Atlantique? Oui. Bon, on n'a pas terminé l'avitaillement et le chargement des munitions, mais bon, on a le plat, on a les hommes, donc oui, on est opérationnel. Bien, on va commencer par vous envoyer 7 hommes du commando Treppel de l'Orient. D'accord? Les hommes du commando Treppel font partie des forces spéciales. Ce sont des commandos marines. Ils sont capables d'arraisonner un navire. Ils sont entraînés pour ça. Ils sont un peu et même très marqués par une opération qu'ils ont menée il y a quelques mois en Afghanistan. Leur chef de groupe, Loïc Lepage, a été tué par les talibans. Mais leur métier est d'encaisser les coups. Et de toute façon, ils sont indispensables dans ce genre d'opération. La frégate Le Ventose apparaît dès le lendemain, 7 novembre 2006, avec 140 hommes à bord. Il faut aller vite. Ils n'ont que quelques jours devant eux pour mener l'opération. Commandant, on a un problème avec l'hélico. Une pièce qui manque. Il n'est pas opérationnel. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Eh ben, tant pis, que voulez-vous? On partira sans hélicoptère. Ça, effectivement, c'est un problème. Car l'hélico est bien utile pour localiser les bateaux.
Et c'est dedans que se mettent en général les tireurs d'élite des commandos pour protéger les opérations. Mais comme le dit le commandant, tant pis, le Ventose prend la mer. Honnêtement, localiser le Ciudad de Oviedo dans l'Atlantique, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Les Américains ont identifié la zone dans laquelle ils naviguent. Mais la zone est large. Écoutez, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous ai dit d'où il était parti, c'est-à-dire du Panama, quand il était parti. Je vous ai dit, d'après nos calculs, où il devait être actuellement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est un cargo de 140 mètres de long, dans les 16 000 tonnes, et il est bleu. C'est à peu près tout ce que je sais. La zone dans laquelle il est censé se trouver recouvre à peu près la surface de 3 départements français. Bon, donc il est parti du Panama en direction de l'Espagne. Moi je pense qu'il a pris cette route-là, il n'y en a pas 36. Si on évalue sa vitesse de croisière, moi je pense qu'il se situe quelque part dans cette zone. Ok. Bon, de toute façon, je pense qu'on va avoir vite un retour de l'avion de surveillance, et j'espère qu'il a pu le localiser. Ah oui, ça, je ne vous l'ai pas encore dit, mais le Ventose dispose de son propre avion de patrouille maritime, un Atlantique 2, capable de repérer une cible de jour comme de nuit, et qui vole suffisamment haut pour ne pas se faire voir. Et c'est indispensable, parce que dans ce genre de trafic de drogue, les gros cargos naviguent en général avec plein de petits bateaux autour qui jouent le rôle de sentinelles. S'ils voient un avion passer au-dessus d'eux, ils préviendront tout de suite le Ciudad de Oviedo. À bord de l'avion, les pilotes commencent par photographier un par un tous les bateaux qu'ils survolent. Des clichés qui sont tout de suite analysés par les hommes qui sont à bord. Bon, c'est bon, hein. On l'a localisé. C'est ce bateau-là. Préviens le Ventose. Et là, on pourrait se dire, bah c'est bon, il n'y a plus qu'un. Sauf qu'il y a un problème juridique. La Convention de Vienne. Tu connais la règle, hein? On ne peut pas arraisonner ce bateau tant qu'on n'a pas constaté d'acte illicite. Je sais. Si on voit pas le transbordement de la drogue, on peut faire une opération de contrôle, on peut demander les papiers, mais on peut pas fouiller le bateau. Je sais tout ça. Mais enfin, on va quand même pas laisser passer 4 tonnes de cocaïne sous nos yeux. J'espère que non. Mais c'est la loi. Qu'est-ce que tu veux? Autrement dit, pour intervenir, il faut prendre le bateau en flagrant délit. Mais il y a un espoir. Selon les Américains, le Ciudad de Oviedo va recevoir une cargaison de drogue dans les prochaines heures. Si les Français parviennent à assister au transbordement de la drogue, alors ils pourront arraisonner le cargo et le fouiller. Bon, on a une tuile, encore une. L'Atlantique 2 a des problèmes mécaniques, il est bloqué en Martinique. Mais c'est pas vrai. Qui va suivre le chargement de la drogue alors? Nous, on est trop loin. Eh oui, pour ne pas se faire voir de l'équipage du cargo, le Ventose lui colle aux fesses, mais de loin, juste derrière la ligne d'horizon. Il est à 15 km au moins. Moi, je vois qu'une solution. On va utiliser les tracos et puis c'est tout. C'est risqué, mais on n'a pas d'autre solution. Les tracos, c'est une embarcation rapide spécialement conçue pour les commandos. Un gros Zodiac de 8 mètres de long. Ils vont l'envoyer de nuit faire le tour du Ciudad de Oviedo, le plus discrètement possible. Et avec un peu de chance, les gars à bord assisteront au chargement de la cargaison de drogue. A priori, ce sera un bateau qui viendra se coller au Ciudad le temps du transfert. La nuit vient de tomber. Ils sont là,
7 commandos sur leur étraco, ballottés par les vagues, comme un bouchon au milieu de l'Atlantique. Et soudain, hé, regarde là-bas cette lumière. C'est un avion. C'est un avion, il va vers le cargo. Il est super bas. Il va larguer quelque chose. Ok, on rentre. De retour sur la frégate, le chef des commandos va direct voir le commandant. Je pense qu'on a assisté à un airdrop, commandant. Je pense que l'avion a largué un ballot de cocaïne. On pensait que la cam elle est arrivée par bateau. Finalement, elle est arrivée par avion. Très bien, messieurs. Beau travail. On a un flagrant délit. On va pouvoir l'intercepter et le visiter. Il nous manque juste l'autorisation du Panama. Eh oui, puisque c'est un bateau panaméen. En attendant, à bord du Ventose, on s'organise. Bon, voilà comment on va procéder. L'airdrop a eu lieu ici, il y a à peu près 40 minutes. Donc on approche en comportement pêcheur, c'est-à-dire feu éteint, route erratique, etc. Dès qu'on est prêt, run d'attaque, d'accord? Et poliment, vous investissez le bateau. Dans leur Zodiac, les commandos repartent en direction du Ciudad de Oviedo. Et le Ventose, lui aussi, se rapproche, tout feu éteint. Et quand il est à quelques mètres du cargo, clic, il allume tous ses projecteurs. Ciudad de Oviedo à mon bâbord. Je vous contacte sur le canal 16. Est-ce que vous m'entendez? Stop the ship. I repeat. Stop your ship. Oui, je vous entends. Est-ce que vous pouvez parler plus lentement? Sur le toit de la frégate, les tireurs d'élite surveillent la scène. Et là, le pacha du Ventose prend un gros risque. Il vient se coller au cargo, en pleine mer. À ce moment-là, le cargo stoppe et les commandos passent à l'action. Pour eux, sur le Zodiac, c'est une sacrée montée d'adrénaline. Ils lancent une échelle de corde et ils montent à bord. Maintenant, le risque, c'est que l'un des gars du bateau sorte une arme. Pour l'instant, leur boulot, c'est de prendre le contrôle du navire. Rien de plus. Le sujet n'est pas de fouiller pour trouver de la drogue. Pas encore. Ça leur prend plusieurs heures. Mais ça y est, ils contrôlent la salle des machines et le poste de pilotage. Pendant ce temps, l'équipage du Ventose interroge les marins du Ciudad de Oviedo et collecte leurs passeports. Vous venez d'où, vous? Panama? Non. No soy Ecuador. Équateur. Et vous? Yo soy de Colombia. Tous les passeports sont photographiés et les clichés envoyés à Interpol. Les hommes à bord sont-ils connus des services de police? La réponse est oui. Vous avez à bord une personne qui est suspectée d'avoir transporté 2,3 tonnes de cocaïne de Colombie en Floride, inculpé pour détention de drogue en 1995. Et d'autres sont des meurtriers qui ont fait de la prison. Rien que du pollage. Ça y est, l'autorisation vient de tomber. L'article 17 de la Convention de Vienne est applicable. Ils vont pouvoir fouiller le bateau. Mais les gars du cargo ont l'air sûrs de leur coup. Vous ne trouverez rien. Eh bien, on verra. Le lendemain matin,
Une équipe de 3 mécaniciens du Ventose embarque sur le cargo. C'est à eux de chercher la cocaïne. Normalement, ça va aller vite, parce qu'après le largage, ils n'ont pas eu le temps de la planquer. Mais 24 heures s'écoulent et ils n'ont toujours rien trouvé. À l'état-major à Paris, on commence à avoir des doutes. Attention, attention. Pour agir dans le cadre de l'article 17 de la Convention de Vienne, il nous faut des certitudes quant à la présence de la drogue à bord. On a vu un airdrop en général. Donnez-nous 3 jours pour fouiller entièrement le bateau. 3 jours? Bon, je vous fais confiance, mais on ne pourra pas aller au-delà. Les mécaniciens du Ventose continuent de fouiller chaque recoin du cargo. C'est un gros bateau, 140 mètres de long. Ils soulèvent toutes les trappes. Ils s'enfoncent dans tous les trous. Ils déboulonnent, ils sondent, ils démontent. Ils vont même jusqu'à plonger sous la coque. Rien. Mais enfin, c'est pas possible. Ils n'ont pas eu le temps de cacher la cocaïne au point qu'on puisse pas la trouver. Eh bien si. Ou alors il n'y en a pas. Ou alors ce largage fait par avion n'était pas de la drogue. Le doute s'installe. Pendant ce temps-là, à l'état-major à Paris, on commence à s'impatienter sévère. Écoutez, on a fouillé 80% du bateau, mon général. Il nous reste 20% à faire. Je vous laisse encore une journée, mais pas plus, Et finalement, on arrive au bout des 3 jours fatidiques et ils n'ont rien trouvé. Ils vont devoir laisser repartir le Ciudad de Oviedo avec sa cargaison de cocaïne parce qu'ils en sont convaincus. Elle est là, quelque part. Mais où? Mon général, il nous reste 2 endroits à inspecter. Les soupes de gasoil, qui sont à l'avant et à l'arrière du bateau. Donnez-nous un nouveau délai, s'il vous plaît. Mais on est déjà hors délai, Mathis. Je vous donne 12 heures, pas une de plus. Dans 12 heures, vous quittez le navire et vous le laissez repartir. J'ai été clair? Parfaitement, mon général. Merci. À partir de là, la pression est maximum. Bon, on nous donne 12 heures supplémentaires. Donc on ne traîne pas. Vous dévissez les trappes d'accès au cuve. C'est parti. La trappe qui permet d'accéder à la première cuve est fermée par de gros boulons. Ils sont complètement rouillés. Ah, ça peut pas être là, hein. Regarde, j'arrive pas à les dévisser. Ils ont pas été dévissés depuis longtemps. J'arrive pas. Ces boulons sont indémontables. Ça peut pas être là, impossible. Alors, les mécanos passent à la 2e trappe. Ah là, c'est pas pareil, hein. Regarde. On dévisse les boulons quasiment à la main. Regarde. C'est comme dans du beurre. Ça sent bon, ça. Ça sent bon, ça sent bon. Ça y est. Ils ont réussi à démonter la trappe. Bon, j'ai fait un sondage. Sur le haut de la cuve, on a du gasoil. Sur environ, je dirais, 20 cm. Et alors en dessous, c'est très bizarre, c'est de l'eau de mer. De l'eau de mer? Dans une cuve de gasoil? Tu l'as dit, c'est bizarre. Il y a de l'espoir, les gars. Il y a de l'espoir. Depuis que les mécaniciens ont commencé à s'attaquer à cette cuve, les commandos qui sont avec l'équipage s'aperçoivent qu'ils deviennent nerveux. À partir du moment où nos mécaniciens ont commencé à dévisser, ils ont complètement changé de visage. Hein. Le capitaine a carrément changé de couleur. Mais on sent clairement de la tension chez eux et une sorte d'angoisse qui monte. Hein. C'est très bien, ça, c'est très bien. Ça prouve qu'on est sur la bonne piste. Bon, maintenant, il faut vidanger cette fichue soute. Dedans, a priori, il y a 120 mètres cubes de gasoil et surtout d'eau de mer. Avec quoi on va la vider? Écoute, j'ai regardé leur pompe de transfert, elle marche pas.
Nous, on a bien une petite pompe, mais elle n'est pas très puissante. 120 mètres cubes, ça va prendre du temps. Et on n'en a pas beaucoup. Bon, tant pis, on n'a pas le choix. Et là, les mécanos se mettent à actionner la pompe sur le pont. Et badaboum, le bateau est tellement rouillé que la pompe passe à travers. Attention les gars, faut pas se rater. Les marins français mettent 12 heures à vidanger la soute à gasoil. Avec cette difficulté qu'ils ne peuvent pas balancer le contenu à la mer. La marine nationale française qui jette du gasoil dans l'océan, ça ferait tâche. Et donc il leur faut trouver une autre cuve pour transvaser les 120 mètres cubes. Et ça aussi, ça prend du temps. Mais ça y est, la cuve est vide. Les mécanos posent une échelle et ils descendent à l'intérieur. Il y a encore pas mal de flotte au fond. Fais-moi passer des seaux. Et les voilà maintenant qui écopent le fond de la cuve à la main. Au total, ils ont mis 20 heures à vider complètement la soute. Et regarde, il y a une plaque là, une plaque boulonnée. Une trappe au fond de la cuve. Ça commence à sentir bon, d'autant qu'elle ne figure pas sur les plans récupérés auprès du capitaine. Bon, c'est parti, on déboulonne. Il déboulonne. Il soulève la trappe. Oh la vache. Elle est là. C'est bon, on l'a trouvée. La cavité est remplie de ballots jusqu'à la gueule. Il y a une grosse quantité. Écoute, je sais pas, à vue d'œil, je dirais 150, peut-être 200 ballots. Victor de Fouille. Allez-y, parlez. On est dans le ciel. Trois jours. Ils ont mis 3 jours à trouver la coque en stock. Des hommes descendent dans le trou. L'endroit fait quoi ? 50 mètres carrés, la taille d'un 2 pièces. Il est plein de ballots de cocaïne jusqu'au plafond. Il y en a pour des centaines de millions d'euros. Quand la mafia qui a chargé cette drogue sur ce bateau va apprendre la nouvelle, ça va leur faire un sacré coup sur la tête. Dis-moi, tu peux en remonter un ? Juste un seul, Qu'on fasse un échantillonnage rapide pour être sûr que c'est de la coque. Une fois le ballot sur le pont, il est ouvert d'un coup de couteau, scratch. C'est bien de la poudre blanche. L'un des gars en met un tout petit peu au fond d'un tube à essai. C'est positif. C'est du chlorhydrate de cocaïne. Souple de l'article 17 de la Convention de Vienne a permis de ne pas laisser repartir le navire et de signer l'une des plus grosses prises de drogue de l'histoire. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Je vous ai raconté une opération menée en 2008 par les forces spéciales françaises et qui a consisté à intercepter au milieu de l'Atlantique un cargo qui transportait plus de 4 tonnes de cocaïne vers l'Europe. Récit que je tire de la série Opération spéciale de Stéphane Ribojade que vous pouvez voir sur MyCanal. Et pour le débrief, je suis donc avec vous, général Christophe Gomard, ancien commandant des forces spéciales de 2011 à 2013 et auteur de Soldats de l'ombre au cœur des forces spéciales, un livre publié en poche chez Harper et Collins. Alors j'avoue, général, que j'ignorais totalement que les forces spéciales pouvaient être mobilisées dans ce genre d'opération. Je pensais que les douanes avaient une unité d'intervention. Non, alors les douanes, effectivement, ont tout à fait leur rôle. Mais là, on agit dans le cadre de l'action de l'État en mer. Et dans ce cadre-là, effectivement, les commandos marines ont toute leur part, en particulier tel que vous le racontez, pour arraisonner un bateau comme ce cargo, le Ciudad de Oviedo. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les forces spéciales en général sont capables de faire beaucoup de choses, dont l'arraisonnement de bateaux, dont la libération d'otages sur des bateaux ou à terre, comme on l'a vu dans un épisode précédent, ou au contraire, pour combattre directement des adversaires armés. Tous les pays ont des forces spéciales capables de mener des opérations comme ça? Non. Alors, selon les pays, le niveau des forces spéciales n'est pas exactement le même. Si nous prenons les forces spéciales américaines, par exemple, ils sont beaucoup plus nombreux que les forces spéciales françaises. Les forces spéciales britanniques sont en nombre équivalent aux nôtres. En Allemagne, ils sont sans doute un peu moins nombreux. Les forces spéciales françaises font partie quand même du top 5, c'est-à-dire des forces spéciales dans le monde. Il n'y a pas d'unité de la marine qui est capable de faire ça, sans faire appel aux commandos? Les commandos marines sont une unité de la marine. Ouais. Et donc, dans le cadre, effectivement, de l'arraisonnement de ce cargo, ils agissent effectivement au profit de la marine nationale, dont c'est le rôle d'arraisonner ce bateau, en fait. Ça simplifie les choses et les relations. Ils viennent du même corps. Absolument, ils se comprennent bien. À tel point, c'est que les officiers sont également capables, d'être commandant de bord. Enfin, c'est pas un avion, mais en tout cas chef de quart. Ah, ils sont capables de piloter un avion. Absolument. Comment est-ce qu'on s'entraîne pour ce genre d'opération? Parce que l'avantage de ce genre d'opération, c'est que c'est pas la guerre, c'est risqué, mais moins que la guerre, ça permet de s'entraîner. Absolument. Comment on s'y prépare, ça? Oui, ils s'entraînent sur des bâtiments de la marine nationale, voire sur des cargos civils de compagnies françaises qui acceptent effectivement ces entraînements. En haute mer. En haute mer, ou plus près de la terre. Mais bien sûr, ils mènent des entraînements assez réguliers pour monter sur un bâtiment avec des échelles de corde. À partir d'hélicoptères, ils descendent en corde de rappel ou en corde lisse. Donc ils mènent des tas d'entraînements comme ceci. C'est dans le cas d'exercice. Là, c'est un cas réel, parce que monter sur un bateau à partir d'un Zodiac avec une échelle de corde, c'est pas donné à tout le monde non plus. Il faut savoir le faire, il faut être entraîné à le faire, parce que vous avez tout un barda avec vous, votre arme évidemment. Vous avez des éléments de protection au cas où à bord ils seraient armés, ils utiliseraient leurs armes, parce que donc, gilet pare-balles, absolument, protection pour la totalité des jambes, des genoux, une partie de la tête. Donc casque. C'est assez lourd, de fait. Alors il y a un point évidemment qu'il faut souligner, c'est que ces hommes qui interviennent sur ce bateau, il y a quelques mois, ont été pris à partie par les talibans en Afghanistan. Ce sont les mêmes, pas tous, mais quasiment tous, et ils ont vu mourir leur chef de groupe sous leurs yeux. Et 6 mois après, on les trouve au milieu de l'Atlantique à arraisonner ce bateau. C'est fou. Non, c'est la vie normale des forces spéciales, c'est-à-dire être capable de passer d'une mission à une autre, de se réadapter après un temps évidemment de pause et un temps de repos. De combien d'ailleurs? Entre 2 missions, un commando se repose combien de temps? On va dire 15 jours, 3 semaines. Ah, c'est formidable, moi je pensais 3 mois. En fait, on passe d'une phase opérationnelle à une phase de repos, puis à nouveau on relance les entraînements pour être à nouveau en mesure d'intervenir partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous faire un panorama des champs d'intervention des forces spéciales? Alors, elles interviennent, on en a parlé, dans le monde du renseignement. Renseignement, ça veut dire qu'elles vont là où ont lieu les combats pour repérer des armes, des troupes... oui, savoir où est l'adversaire. Au radar, essayer de localiser des chefs djihadistes, par exemple. Essayer de localiser des positions ou des PC djihadistes, comme ça a été le cas, que ce soit au Mali, que ce soit en Irak ou en Syrie. En Afghanistan, c'était pareil, c'était vis-à-vis de chefs talibans, mener des embuscades au profit de talibans qui chercheraient à s'infiltrer à partir du Pakistan. C'est la libération d'otages.
c'est la destruction d'un dépôt de munitions, c'est destruction par exemple d'une antenne avec laquelle l'adversaire communiquerait, destruction, ça peut être destruction d'un pont. En fait, c'est toute une panoplie d'actions. Donc ça, c'est la partie guerre. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la libération d'otages. C'est pas de la guerre, mais c'est une action au profit de la France. Mais également, il y a la formation de troupes étrangères. C'est ce qu'on a fait beaucoup au Sahel, où on a formé également des forces spéciales locales. Et puis sinon, c'est de l'entraînement. Il y a beaucoup d'entraînement en réalité, parce que les actions sont ponctuelles, même si en Afghanistan, par exemple, les gens ont duré 4 mois, ou en Irak, en Syrie, ou au Mali, la période, c'est 4 mois. Pendant ces 4 mois, il y a plus ou moins d'actions. Quand on n'est pas à l'action, en fait, eh bien, on fait de l'entraînement, on s'exerce, on tire, on saute en parachute, on mène des exercices le plus réel possible, de façon à ce que les gens ne perdent jamais leur niveau d'entraînement. L'activité principale reste liée à la guerre, ou finalement, en volume, c'est inférieur aux activités de sauvetage que je viens de raconter et d'interception de bateaux? Je pense qu'on va revenir aujourd'hui à des actions plus ponctuelles, puisque les forces armées françaises seront moins engagées, puisqu'on a retiré des troupes du Sahel en particulier. Il en reste quelques-uns, j'allais dire, au Levant. Mais oui, on va repartir sur des opérations plus ponctuelles, même si l'armée française se prépare à la guerre de haute intensité. Et dans ce cas, effectivement, les forces spéciales vont s'entraîner à agir dans le cadre d'une guerre de haute intensité en liaison avec le chef d'état-major des armées. Est-ce qu'il y a des forces spéciales en Ukraine actuellement, françaises? Il n'y a personne en Ukraine. Pinocchio. Je vous traite de Pinocchio, mon général. Je l'ai vu dans vos yeux. Les soldats français. Je l'ai vu dans vos yeux que vous étiez en train de mentir. Les soldats français sont en Pologne, en Roumanie, dans les pays baltes, où effectivement ils peuvent sans doute faire du conseil auprès de leurs homologues ukrainiens. Ça reste possible. Mais il n'y a pas de force spéciale sur le terrain qui renseigne les Ukrainiens? Non. L'entraînement des forces spéciales, est-ce que chacun a sa spécialité? Ou est-ce que ce que vous recherchez, c'est la polyvalence? Alors, chaque unité a une spécialité. Même si le métier commun, c'est l'action, avec une petite différence pour le 13e régiment de dragons parachutistes qui fait du renseignement. Vous avez aussi une unité d'hélicoptères et vous avez aussi des pilotes d'avion, puisque une partie d'avions de l'armée de l'air fait partie de ce monde des forces spéciales. Mais le métier principal, c'est l'action, et que ce soit des commandos marines, des commandos de l'air ou des commandos, j'allais dire, issus de l'armée de terre, en particulier du 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine de Bayonne, en fait, ils font à peu près le même métier. Même si certains sont spécialisés dans la libération d'otages en mer, d'autres plus à terre, mais en réalité, ils sont polyvalents entre les 3 armées parce que on n'a pas forcément sous la main le commando que l'on souhaiterait pour mener l'action spécifique. Il y a une part technologique importante, informatique aujourd'hui, numérique. Est-ce que tous les commandos ont cette formation ou est-ce qu'il y en a un dans le groupe qui sait faire ça et pas les autres? Alors, vous avez raison de souligner qu'on a besoin d'innovation, et à tel point, c'est que ces armées innovent énormément. Et d'ailleurs, il y a un salon dédié aux forces spéciales, Sofins, qui a lieu fin mars du côté de Bordeaux, parce qu'on a besoin en permanence d'être à la pointe de la technique, et certains sont sans doute plus férus de ça, mais dans tous les commandos, chacun a une spécialité. Vous avez le tireur d'élite, vous avez l'infirmier, vous avez l'homme qui rentrera en premier, vous avez le démineur, vous avez chacun une spécialité, et vous avez le pilote de drone léger. Enfin, vous avez, évidemment, toutes les compétences sont nécessaires, parce que si le groupe est isolé, il doit être en mesure, effectivement, de se débrouiller de manière autonome. D'ailleurs, ça prend sa retraite à quel âge, un commando? En fait, un militaire part à la retraite jeune. Ça part à la retraite à 59 ans. Ouais. Mais on reste au commando dans la partie, j'allais dire, action. On part un peu plus tôt. Après, bien souvent, parce qu'on a vieilli, on est passé en grade. Ouais. Et puis finalement, au bout d'un moment, les gens disent voilà, on fait passer ces spécialistes, j'allais dire, dans les unités qui vont les former. Ces gens qui ont grandi et vieilli passent plus dans un rôle d'état-major, de préparation, d'opération, de conduite d'opération. Mais donc, en général, c'est plus du 45 ans, j'allais dire, âge auquel, effectivement, les gens se retiraient des unités dites opérationnelles, c'est-à-dire celles qui vont mener l'action. Comment est-ce qu'on peut accepter à 45 balais d'arrêter un métier qui a bouffé votre vie depuis vos 20 ans? Alors, je pense que toute chose arrive progressivement.
Au bout d'un moment, effectivement, finalement, c'est pas mal de faire autre chose, c'est pas mal d'être de pas être directement impliqué, de plus porter un sac qui pèse lourd et des équipements qui pèsent très lourd. Et finalement, chaque chose arrive à point nommé, et en fonction de l'état de fatigue, entre guillemets, de la vie d'un commando. Est-ce qu'il y a des gars qui craquent? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça arrive que dans un groupe de commandos, il y en a un qui se sent pas bien et on le retire provisoirement? Pour le retirer définitivement, j'ai compris que ça arrivait. Mais est-ce qu'on peut prendre quelqu'un qui est pas bien provisoirement, l'aider à se reconstruire et le réintégrer au groupe? Oui. En particulier, vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de stress post-traumatique. Et donc, effectivement, ça arrive. Et auquel cas, effectivement, les gens sont soignés. Et ensuite, si ils s'estiment en mesure d'eux, et que les médecins également l'estiment, en mesure de rejoindre leur groupe, ils rejoignent leur groupe. Mais bien sûr, ça arrive, oui. Quand un homme intègre les forces spéciales, est-ce que c'est clairement dit qu'il ne pourra jamais raconter ce qu'il a fait? Ils sont contraints, par exemple, les officiers de la DGSE. C'est pas pareil. La DGSE, j'allais dire, joue dans la clandestinité. Les forces spéciales jouent dans la discrétion, même si on ne dit pas toujours la manière dont on le fait, la manière dont ce qu'on a fait, de façon à ce que l'adversaire, j'allais dire, ne se serve pas de ces récits pour, j'allais dire, s'imaginer ou j'allais dire deviner exactement la façon dont les forces spéciales françaises procèdent. Mais effectivement, à travers les récits tels que vous venez de faire pendant 3 jours, il est évident qu'il y a un débriefing. Et ces débriefings sont intéressants parce que ça sert de retour d'expérience également, et ça fait partie de l'histoire de l'armée française. Il y a donc un laps de temps pendant lequel on se tait, et après on peut parler. C'est le laps de temps dans lequel vous publiez votre livre, quoi, en gros. Oui, mais je raconte pas tout dans mon livre. Oui. Je raconte un certain nombre de choses qui paraissent... Est-ce que si on dîne tous les deux à la maison un soir, vous me raconterez des trucs? Parce que moi, j'ai essayé avec un officier de la DGSE. J'ai tout essayé. Le whisky, le gin tonic, etc. Il ne lâche rien. Il a été même bien à formé. 2h du matin, même sous. Il y a des choses qu'on ne racontera pas. D'abord, on signe un document. Par exemple, quoi? Vous savez qu'on signe un document quand on quitte ces unités en disant qu'effectivement, on ne doit pas révéler des choses secrètes. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, peu de choses sont réellement secrètes, en fait. Je pense que ce qui est très secret en France, c'est encore tout ce qui touche autour du nucléaire militaire. Et il y a d'autres secrets, vous avez cité la DGSE par exemple, mais finalement, au bout d'un certain nombre d'années, effectivement, il y a des choses qui ressortent, des choses qui sont racontées, et c'est un bien en soi, en fait. Derrière, c'est l'histoire de France. Est-ce que vous avez vu ou au moins entendu parler de la série Cœur Noir, qui est donc une série actuellement qui fait un carton en téléchargement et qui raconte une opération des forces spéciales françaises en Irak. Absolument. Guerre dans laquelle la France n'était pas impliquée. Hein, c'est la 2e guerre contre l'Irak. On se souvient que la France n'a pas voulu y aller et donc on raconte qu'il y a quand même des forces spéciales. Vous l'avez vu? Je n'ai pas vu, oui, mais je connais le conseiller militaire, qui est d'ailleurs un ancien du 13e régiment de dragons parachutistes. Ouais. Et donc, effectivement, j'ai vu quelques extraits. Réaliste. J'ai vu quelques extraits qui sont très, très réalistes, oui. Semi-réaliste. Oui. Je suis dedans, je suis au 3e épisode. Faut pas que je connaisse la fin. Merci infiniment. Je vous en prie. Général Gomard, je rappelle votre livre Soldats de l'ombre aux éditions Harper & Collins, et je rappelle cette formidable série que vous pouvez voir sur MyCanal. Je crois qu'il y a 2 saisons de 5 ou 6 épisodes, 3 saisons, me dit-on derrière la vitre, de 5 ou 6 épisodes par saison. Donc la possibilité de connaître comme ça et d'entrer au cœur de mission des opérations spéciales, comme sans doute ça n'a jamais été fait. Mais Stéphane Ribojad a plein de copains dans ce métier-là, puisque lui-même a été un commando. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.